Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre chronique à ciel ouvert. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Corentin Capelier, champion de France de course en montagne cette année. Corentin, comment tu vas ? Ça va bien. On va attaquer du coup notre interview en parlant de ta vie, d'où elle a commencé ici en Lozère. Alors j'aimerais que tu nous parles de toute ton enfance donc à la Barre des Cévennes. Comment tu l'as vécu et comment ça s'est déroulé ? Explique-nous un peu ton enfance. Barre des Cévennes, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pas bien grand. 200 habitants, donc le seul moyen de se divertir, c'est aller dans la nature. C'est peut-être là m'est venu le goût de la course en montagne. Passer mon temps, du moment où les devoirs étaient faits, j'allais dehors. Pas comme on voit actuellement, plutôt les gamins devant les écrans, c'était en permanence dehors. T'es d'une famille plutôt sportive, c'est un peu tes parents qui t'ont inculqué ou c'est venu toi-même ? Ça m'est venu moi-même. Et j'ai vu sur ta fiche FAC que tu étais né à LS. Tu as passé un petit peu de temps ou tu es juste né là-bas ? Non, c'est juste que les deux hôpitaux les plus proches, c'est Mende 50 minutes ou Alès 55. Au moment de l'accouchement, ça s'est avéré que Alès ça m'avait mon lieu de naissance. Ta scolarité, tu l'as fait à Saint-Chély, il me semble. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours scolaire ? Dans quelle branche t'es parti ? Le collège, le lycée, et comment ça s'est passé ? Alors, collège, j'ai commencé à Florac. C'est là que j'ai plus ou moins pris goût à la course à pied. En 4e et 3e, c'est là que j'ai fait les crosses UNSS. Parce qu'à cette période-là, c'est que UNSS. Et comme j'y avais pris goût, j'ai cherché un lycée où il y avait l'option athlétisme. Donc, c'était en Lozère avec Saint-Chély. J'ai fait un bac S à Saint-Chély. Après, j'ai poursuivi un DUT à Égletons. Là, l'entraînement était un peu plus compliqué parce que j'étais seul avec le temps, mais bon, ça s'est poursuivi 3 années de plus, jusqu'à travailler dans une boîte à Clermont-Ferrand. Mais au bout de 5 ans, la Lozère m'a manqué, alors retour aux sources, retour en Lozère. Du coup, aujourd'hui, tu travailles à Mende, c'est ça ? Oui, je travaille sur Mende au SDE. Justement, tu nous as parlé de Saint-Chély. Du coup, est-ce que c'est un peu là où ton amour pour la course à pied est né avec, j'imagine, du coup, la rencontre du groupe et du club. Donc, tu as dû faire de nouvelles rencontres. Comment ça s'est passé ? Est-ce que c'est là-bas que tu as rencontré ton coach et tous tes partenaires d'entraînement ? Oui. J'ai commencé à courir au collège, mais c'est pas vraiment là que on va dire que la flamme est née. Saint-Chély, au début, je commençais avec 3 entraînements par semaine. Et le groupe de copains qu'on était, il y en avait de niveau supérieur. Et puis au fur et à mesure des années, c'était des jeunes qui arrivaient, un groupe exceptionnel qui s'est créé, un entraîneur aussi. C'est toujours mon club de cœur. Donc, c'est toujours là où tu es licencié actuellement ? Oui. Et ton coach, du coup, c'est qui ? C'est Kylian Saint-Chély. La collaboration avec Kylian, ça se passe bien, ouais, Oui. C'est comme avec Gérard à l'époque, c'est un coup de téléphone par semaine et j'ai les entraînements pour la semaine. Gérard, c'est ton ancien coach, du coup, ouais. Oui, quand je suis arrivé à Saint-Chély. Et pourquoi tu as fait le choix de passer avec Kylian ? Parce qu'il a un certain âge, il n'entraîne plus. Et Kylian a passé tous les agréments ou les formations pour être entraîneur. Et maintenant, c'est celui qui se charge de l'entraînement de tout le groupe de Saint-Chély. Tu dirais que ton entraînement vraiment sérieux, il a attaqué en quelle année ? Parce que bon, tu as découvert avec les crosses une SSS, la course à pied. À partir de quand vraiment tu t'es dit là je vais m'y mettre sérieusement et avoir des objectifs de performance ? Je pense que du moment où je suis arrivé à Saint-Chély, avec Gérard, il y avait cet objectif de performance. Donc on va dire, dès la seconde, on m'a mis dans le bain, il faut performer. Et pour performer, il faut s'entraîner. Et donc, vous êtes 3 fois semaine aujourd'hui. Pour ceux qui nous écoutent, à combien d'entraînements semaine tu es à peu près ? 5 voire 6. Ouais, 6 bons entraînements semaine. Donc, tu laisses quand même un jour de repos, oui. Ouais. Oui, je laisse un jour off. Il faut ça. On va parler évidemment de ton année exceptionnelle. Je pense que 2025, c'est ta plus grande année, je pense. Ça sera à toi de me le dire, mais qu'est-ce que tu en penses après avoir coupé là un peu, tu nous l'as dit, après le cross de Volvic. Si tu devais faire un retour sur cette année et cette saison exceptionnelle, qu'est-ce que tu en tirerais ? De l'expérience, je pense. Beaucoup de satisfaction. Voir que le travail paye. Ça, c'est le plus important. Voir que tout ce qu'on fait, parce que la course, c'est quand même un sport ingrat. Faut y taper dedans pour arriver à avoir des résultats. Et voir que ça paye, voir des résultats et pouvoir être sélectionné, c'est exceptionnel. Du coup, tu as commencé ton année avec les crosses, comme souvent. Oui. Tu as été du coup à Challans et tu as réussi à faire une 70e place. Est-ce que pour toi, c'est indispensable de faire tout l'hiver sur les crosses pour pouvoir après performer sur la route ou même en course en montagne ? Ouais, parce que les crosses,
Je me mets dans l'idée qu'un cross, c'est le b.a.-ba de l'athlétisme. C'est le cross forme un athlète. Quand on court dans la boue, on court par tous les temps. Ça met vraiment le mental à rude épreuve. C'est un effort qui est assez intense et ça prépare après pour toutes les autres disciplines de l'athlétisme. Du coup, cette année, tu vas tous les faire. Oh, je vais tenter, oui, la qualif jusqu'aux France, même si les France sont un peu loin à Carré. J'y ai déjà été, mais c'est le pays du cross, donc pourquoi pas y retourner. Ça sera quoi l'objectif à Carré, du coup, cette année, top 50 ou... Ça fait 2 ou 3 ans que je vise un top 50, pourquoi pas essayer de l'atteindre. Ouais. Du coup, après les crosses, forcément, on va parler de ta performance de cet été. Champion de France à Val d'Isère le 6 juillet. Est-ce que tu peux nous raconter la course, comment tu l'as vécue et puis comment la semaine avant et les jours avant, comment tu l'imaginais, comment ça s'est déroulé? Ben déjà, la course, j'étais allé la repérer au mois de juin, au week-end de Pentecôte. On avait été 3 du groupe de Saint-Chély à être allé la repérer. Donc on avait, oui, pour objectif, ça faisait déjà, au vu des 2 dernières années, mes classements respectifs, 11 et 8e, j'espérais pouvoir viser une sélection. Donc les semaines avant, on s'était préparé pour une sélection. On n'y allait pas pour être plus loin. On visait une sélection. Le jour de la course, ben, ça s'est passé comme ça s'est passé. Je suis parti devant et j'ai pu rester devant, malgré une chute où on perd un peu de rythme et ça casse un peu le rythme de la course. J'ai réussi à rester devant. Une joie à l'arrivée, évidemment. Et cette sélection tant attendue. T'avais une certaine pression quand même avant la course. Est-ce que tu t'es mis à toi-même une pression ou tu y allais la tête aérée et on verra bien ce qui se passe? Oui, il y avait la pression de rentrer dans les 4 pour être sélectionnable. Pas la pression d'être le leader, mais il y avait une certaine pression. Et du coup, t'es parti directement en tête. T'as jamais vu personne qui revenait tout au long de la course? Je suis parti au bout d'1 kilomètre, là où les pourcentages étaient les plus élevés. Après, dans la deuxième bosse, là, j'ai Théodore Klein commençait à revenir. Mais j'ai réussi à basculer devant lui et ça a tenu jusqu'à l'arrivée. C'est quoi les émotions quand on sait à 500 mètres de la ligne qu'on va devenir champion de France? Qu'est-ce qu'on se dit dans la tête à ce moment-là? On n'y croit pas trop. Même, je pense que jusqu'au moment de la Marseillaise sur la boîte, j'y croyais pas. Certes, j'étais pas assez en premier à la ligne d'arrivée, j'avais soulevé la banderole, mais je pense que jusqu'au moment de la Marseillaise, j'y croyais pas vraiment. Même la semaine qui suivait, je voyais dans des articles, t'es champion de France, mais tu calcules pas forcément sur le coup. Ta vie, elle a changé après ou pour toi, finalement, ça a été plus une course comme une autre? Ou est-ce que quand même t'as senti un changement véritablement? Pour moi, ça a été une course comme une autre. Après, le regard des gens a un peu changé. Ah, il y a le champion de France, donc ils ont forcément des attentes au vu de ça. Pour toi, c'est une fierté vraiment de ramener un peu le titre à la Lozère. T'es d'ici, est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est important et que tu as envie de mettre en avant le fait que tu viennes de la Lozère et que ce titre, ben, il est revenu à Lozérien, que c'est possible en venant d'ici de remporter la course? Ah oui, 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 ça c'est très important. D'ailleurs, dans l'interview qui a suivi l'arrivée, on me demande d'où je viens, je dis bien de Lozère et avant tout des Cévennes. Donc ça me tenait à cœur de faire voir que même en Lozère, quand on en parle du monde, ils nous disent c'est où la Lozère. Donc il faut le situer par rapport à 2 grandes villes, Clermont et Montpellier. Personne connaît. Et oui, même en Lozère, on est capable de faire ça. Tu as enchaîné 15 jours après avec le Marvejols, bon, une course que tu affectionnes énormément, on le sait de par tes chronos et puis la joie que tu as d'être sur cette ligne de départ. Est-ce que tu penses que l'enchaînement Marvejols et championnat de France à 15 jours d'intervalle, il était optimal ou tu l'as plus fait parce que tu avais envie de faire la course? Je l'ai carrément fait parce que je voulais faire la course, parce que l'enchaînement, ça serait à refaire, je pense, j'éviterais de le faire. Parce que ça crée une fatigue supplémentaire. Je pense que 15 jours après un championnat de France où on se donne à plus de 100%, on ne peut pas avoir récupéré pour un Marvejols. C'est pas un semi comme les autres, on le sait. C'est compliqué, c'est vrai, d'enchaîner, mais le Marvejols, c'est une course qui te tient à cœur.
qui retourne tous les ans. Est-ce que tu reviendras pour essayer de battre ton chrono de 1h17? Si c'est bien ça, tu me corriges, en 2023, il me semble. Ouais, une 17:30 en 2023. Oui, j'y reviendrai pour essayer de l'améliorer, évidemment. Hein. C'est quelque chose qui te tient à cœur, du coup, parce que ce record, alors, officiellement, on ne sait pas, mais en tout cas... Oui, officiellement, je l'aurai pas. Parce que explique aux auditeurs qu'est-ce qui se passe derrière tout ça, derrière ce record lozérien. Ben, officiellement, c'est un Parisien qui a vécu 3 ans en Lozère qui l'aurait. Sauf que des Lozériens pure souche étaient sûrs de l'avoir depuis 20 ans. Monsieur Bernard et Ouais. Monsieur Soulier. Ouais, c'est ça. Ils avaient une seconde près, ils étaient sûrs de l'avoir. D'ailleurs, une fois que j'ai fait une 17:30, ils m'ont dit « Oh, félicitations, t'as réussi à battre notre record, on était sûr que tu y arriverais. » Puis on va paraître quelques jours plus tard que finalement, un Parisien qui a été licencié 3 ans en Lozère détient le record pour 30 secondes. C'est quelque chose quand même qui te tient à cœur. Ça t'embête un peu officiellement, du coup, tu n'es pas le record lozérien, même si tout le monde sait qu'en réalité, c'est ton record. Mais est-ce que ça t'embête un peu, ça te titille un peu quand même? Oui, ça me titille un peu. Mais après, je me dis, le record, je l'ai fait la 3e année où je faisais le Marjolmande, il me semble. J'ai l'impression que plus je le fais, je sais pas, j'appréhende à quel moment je vais avoir le coup dur dans la course. Alors que la première année, je fais une 19, 0,7 ou un truc du style. J'étais parti, j'avais pas plus l'entraînement que ça et je découvrais la course. Donc j'avais peut-être moins de retenue que cette année. Après cette année, j'avais aussi la fatigue des France. Mais je réfléchissais moins. Ça serait quoi le conseil que tu donnerais alors, à ceux qui veulent performer, mais aussi ceux qui veulent le faire pour la première fois, sur la course du Marjolmande par rapport au parcours? Qu'est-ce que tu leur dirais avant de partir? Ben, déjà, les semaines avant, au moins se préparer à arriver à enchaîner 2 côtes. Pas faire de l'entraînement juste pour un semi-banal. Le plus dur, c'est l'enchaînement là, des 2 côtes. La première descente, elle détruit. Tu l'entraînes, tu le prépares spécifiquement le Marjolmande Oui, quand c'est ton objectif, vous avez des séances avec ton coach spécifique. oui, oui, oui. Là, cette année, avec Ilian, on a fait des séances sur le parcours, sur la montée et la descente de Goudard, spécifiquement. Est-ce que tu peux nous dire par exemple une séance en détail pour préparer le semi que tu as déjà fait? Un peu de le plat au niveau de Moroda, la côte pas allure course, mais à 90-95%, la descente allure course, et à la planchette demi-tour, et de nouveau la côte allure course, et la descente en récup. Ouais, ça fait de bonnes séances avec un bon Et volume. ça, une séance 10 jours avant. Ok. Et pas peur que ça casse les fibres la descente à 10 jours avant la course? C'est pas pour toi un problème Non, 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 c'est... T'as le temps de récupérer? Oui, oui, oui. C'est pour faire voir au corps ce qu'il va devoir encaisser dans 10 jours. Tu t'entraînes souvent avec Kylian du coup ou la plupart du temps t'es quand même seul sans lui? La plupart du temps, ouais, seul. De temps en temps, une séance le dimanche parce qu'il est en formation, lui, à Montpellier. Donc, c'est compliqué de se voir après le reste du temps. Mais quand il est en vacances ou les week-ends, quand il rentre, de temps en temps, ouais, on se voit. C'est principalement du coup à distance quand même le. Oui. Ok. Et toi, t'as besoin de ce côté-là quand même d'avoir un coach ou tu te sentirais de faire l'entraînement seul? Non, je pense que c'est mieux qu'il y ait le coach pour... au bout de... Ça fait 11 ans que je fais de la course, je pense que j'arriverai à m'entraîner, mais pour arriver à gérer les pics de forme ou de fatigue, je pense que le coach est important. Donc c'est important aussi pour toi de parfois adapter les séances en cas de fatigue. C'est quelque chose que tu fais ou tu seras plus à vouloir finir la séance coûte que coûte? Non, j'adapte quand même. Même en fonction de la météo, je sais que si j'ai une séance sur piste à faire le jeudi, si je vois qu'ils annoncent vraiment mauvais le jeudi, le vendredi, je l'avance d'un jour. Je décale la sortie fondamentale au jour d'après. J'aime que les séances soient faites, mais j'essaie de voir par rapport à ma fatigue et à la météo si ça le perd, si c'est possible. Globalement, une semaine de préparation, ça ressemble à quoi pour toi? Est-ce que tu peux nous décrire à peu près une semaine cheap? Sur, on va dire, 6 entraînements,
Je fais au moins 3 sorties fondamentales. Donc footing. Ouais, footing, 1 heure. Après, ça dépend si je prépare du cross ou de la route. Il y aura une séance de fartlek et une séance de piste. Si c'est de la montagne, il y aura du fartlek en bosse. Et après, il y aura une séance plus spécifique sur de la montée ou de l'enchaînement montée-descente. Et il y a une séance de renfort qui traîne là-dedans, de la muscu. Donc la muscu, c'est quelque chose que tu intègres dans ta préparation avec des poids? Je l'ai intégré depuis l'année dernière seulement. Ok. Et ouais, on essaie de légèrement charger. Comme ça fait qu'1 an que j'en mets un peu, je charge vraiment légèrement. Et au bout d'un an, tu vois une évolution avec ce que t'apporte la muscu? Je sais pas si ce titre est dû à ça, mais potentiellement, oui, du coup. Si ça peut être, si c'est induit, ça m'a permis de gagner les places qui me manquaient l'année dernière. Et ton volume hebdomadaire en termes de kilomètres en semaine de préparation, c'est à peu près combien pour que les gens s'en rendent compte? Sur des semaines pour le cross, là, c'est à peu près 70 km. Je sais que quand je prépare le marathon Mande, ça monte à 100 km. 100, voire un poil plus. T'as jamais fait plus de 100 km 100, 110, 120, mais jamais au-delà de 120, jamais. Okay. Et 120, c'est pour préparer des courses plus longues. Et t'arrives bien à enchaîner les séances? Est-ce que c'est quelque chose, encaisser la charge et à haute intensité, c'est quelque chose qui te va bien ou il te faut plus de temps avec des footings justement pour récupérer, ou tu préfères enchaîner quand même les séances assez rapidement? J'ai toujours eu l'habitude de, après une séance, faire un footing avant d'enchaîner avec une autre séance. Donc ça, je récupère assez bien. Je sais pas si enchaîner que du travail spécifique en permanence, je sais pas si je l'assimilerais aussi bien. On a parlé des crosses, on a parlé des France de montagne, on reviendra tout à l'heure sur cette fameuse sélection, mais je me permets de faire un rebond sur la route. J'ai regardé tes records sur 5 et 15 km, donc 5 km 14,50 il me semble en 2024. Oui, à Toulouse. Voilà, et sur 10 km 30,06 il y a 2 ans maintenant, en 2023. Oui. Est-ce que ça sera un objectif à baisser ces chronos à l'avenir? Est-ce que tu penses que tu vaux mieux que ces 2 temps et c'est quelque chose qui t'importe ou pas? La barre des 30 minutes aux 10 km, évidemment. Hein. Ça fait 2 ans que j'essaie de passer dessous. Du moins, l'année dernière, j'ai pas vraiment fait de 10 km pour essayer de passer dessous. Mais oui, je travaille pour. C'est qu'au moment où je suis prêt, je m'inscris pas forcément en bonne course, là où il y a la densité réelle, pour arriver à passer dessous. Et ça pêche un peu à chaque fois. Vous l'avez prévu du coup avec Kylian de préparer un bon 10 cette année ou Cette année, ça risque d'être compliqué parce que la saison de cross va terminer le 6 mars ou 8 mars par là. Et les France de montagne sont début mai, le 3 mai. Donc on aura juste 2 mois pour se préparer pour la montagne. Donc on va éviter de perdre du temps en faisant du plat. Tu penses quand même pouvoir descendre sous cette barre des 30 minutes? Ça reste dans un coin de ta tête quand même, peut-être en fin de saison Oui, au vu des séances que j'arrive à passer, logiquement, si on regarde que les chronos, ça doit passer. C'est qu'actuellement, ça veut pas. C'est quoi la séance P pour préparer un 10 km que tu aimes bien faire Soit un 6 ou un 8 fois 1000 avec un 200 de récup. Ou là, depuis 2 ou 3 ans, je fais aussi 2000 plus 1000. 2000, 1000 et même 500 et 2 séries. Et récup courte Et récup 200 mètres. À chaque fois. À chaque fois. Donc ça fait des récup, on va dire, de maximum 1 minute 30, vraiment maximum. Et les 1000, ça, on tourne à 2,55. Donc logiquement, ça devrait passer sur un 10 km, mais pour le moment, non. Ça viendra en tout cas, on te le souhaite. Du coup, tu nous as dit que tu allais préparer les championnats de France de course en montagne qui seront à Gap cette année, oui. Début mai. Est-ce que dans un coin de ta tête, forcément, il y a l'objectif de faire le doublé, même si tu sais que ça va être ultra relevé, comme à chaque championnat, mais est-ce que c'est l'objectif pour toi ou pas? Ah oui, l'objectif, maintenant que
On a su l'année dernière de quoi j'étais capable. Déjà, je vais être attendu le jour de la course. Donc peut-être ça va mettre un stress supplémentaire. Mais on va tenter de nouveau la qualif en équipe de France pour pouvoir aller aux Europes. C'est en juillet, il me semble. Non C'est début juillet. Ouais, voilà, c'est ça. Mi-juillet, je crois, le week-end du 10 au 13, un truc du style. Donc, ouais, ça va. Vous allez accès. Pas de France de trail, du coup. Et non, parce qu'ils sont... Ouais, ils sont assez tôt, en avril, je crois. Ouais. Et... Avec les crosses, ça fait peut-être... Ouais, Sauf qu'aux Europes, il n'y a pas de trail court comme aux mondiaux. Donc, tenter en France de trail court qui potentiellement servira pas trop pour une sélection. Non, on va privilégier la montagne. Tu as parlé du fait que tu allais être attendu. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu vas réussir à gérer, cette pression quand même? Ou, et est-ce que tu es accompagné d'ailleurs par un préparateur mental pour ça? Ou comment tu le gères? Non, pour le moment, je suis pas du tout accompagné. Je pense pas que ça soit nécessaire. Je pense que le jour J, ouais, il y aura la pression. Ouais. Je serai attendu et oui, la pression sera là. Hein. On peut pas la nier. Cette sélection, elle te fait rêver. Est-ce que tu peux raconter à tous ceux qui nous écoutent comment s'est déroulé premièrement le stage en amont des championnats du monde donc, cette année avec l'équipe de France? Comment finalement tu t'es senti au sein de ce groupe et de cette première sélection? Donc c'était tout nouveau pour toi. Comment il s'est passé le stage en amont des championnats du monde? Mais le stage s'est passé en septembre, début septembre. J'arrivais là, c'était une totale découverte. On arrive dans un groupe d'une cinquantaine d'athlètes. Donc il faut faire sa place. Au début, on ne se fait pas bien grand, ce qui est logique. On nous appelle un par un pour nous remettre une dotation en habits. Donc on voit le palmarès de certains, le nombre de sélections en équipe de France, on fait pas le malin. Et puis au final, qu'on n'ait qu'une sélection ou 10 ou 20 sélections, on est tous logés à la même enseigne. C'est une grande famille. Et du coup, vous étiez mélangés avec les juniors et espoirs aussi, ouais? Junior, espoir et trailer aussi. C'est pour ça qu'on était autant. Et du coup, l'ambiance, vous mélangez tous ou vous restez quand même les montagnards d'un côté, les trailers de l'autre, où ça se mélange vachement, même avec les jeunes? On va dire que le premier repas, on est resté même l'équipe homme montagne d'un côté, femme de l'autre, mais après, au fur et à mesure des repas, trail long, trail court, tout était mélangé. On pouvait se raconter un peu toutes nos courses, c'était top. C'était un stage d'entraînement pur ou plus de cohésion ou... On va dire d'information beaucoup sur ce qu'on avait le droit de dire aux médias, où il y avait aussi sur de la nutrition, beaucoup de présentations sur les sponsors qui sont présents sur le maillot. Et après, oui, pas mal d'entraînement. Les séances sont bien passées, ouais, entouré du coup de très beau monde, j'imagine. Oui. Là, ça court là. T'étais plutôt bien ouais, dans les séances ou... Oui. Ça va, ça se passait bien, ouais. Ça se passait très bien, ouais. Et le stage, il a duré quoi? Une semaine du coup? Oui, il a duré 7 jours, pile, du jeudi au jeudi. Et du coup, c'est qui a encadré la montagne spécifiquement? Le référent montagne et trail, c'est Julien Rancon, depuis 2 ans, il me semble. Et après, l'entraîneur pour la course en montagne, c'est Antonio Gallego. Donc vous n'étiez pas avec Adrien Séguré, c'est du côté trail lui? Oui, plus, ouais. On le voyait lors des conférences et au moment des repas ou des footings en groupe, mais sinon pas plus. Quelques jours après, c'était peut-être 2 semaines après le championnat du monde? Oui, voilà. C'était assez rapproché là. Du coup, là, vous vous êtes retrouvés. Donc là, j'imagine déjà beaucoup plus sympa. Tu connaissais déjà tout le monde. Donc l'ambiance devait vraiment être top. Comment ça s'est passé l'amont de la compétition? Toi, comment tu l'as vécu aussi? C'était tes premiers championnats du monde. Première fois que tu portais le maillot de l'équipe de France. Donc comment tu voyais ça dans ta tête? L'avant-compétition, en un mot, ça a été long. Parce que faut se dire que nous, la course en montagne, on court les derniers. Donc on voit tous les autres courir, décompresser après leur course. On en a la plupart contents parce qu'ils font des médailles collectives ou ils ratent la médaille de peu, mais courir des mondiaux et faire ces résultats, c'est top. Donc attendre le dernier jour pour courir, la dernière course en plus, l'attente est longue, mais ça serait à refaire, je referai, hein, évidemment.
La course, j'imagine que c'est sûrement la course la plus dense que tu aies faite. Un niveau Ouais. stratosphérique. Des fusées devant. Comment se fait la place dans une course comme ça? Est-ce qu'on part directement à bloc, essayer d'être bien placé ou est-ce que c'est dur de se faire sa place au milieu d'une grosse densité? Je pense il y a pas le choix. Il faut partir à bloc et après que les meilleurs tiennent. Parce que si tu pars pas à bloc, il y a une telle densité que tu es coincé dans la côte. Donc sur la route, on est quasiment tous partis à bloc. On était, on va dire, oxy, déjà en bas de la côte. Et après, la première bosse, j'ai vraiment subi. La deuxième, je me suis plus mis dans la course que j'étais venu faire. Et pourquoi je portais ce maillot-là ce jour-là. Du coup, il y avait quoi? 1 kilomètre de borne de plat au début sur la Ouais. route? Il y avait du plat sur la route. On faisait une bosse et descente qui devait faire à peu près 4 bornes de bosse et autant de descente, un poil moins. 800 mètres de plat et on repartait sur la même boucle. Et on arrivait par 1 km 2 à plat. Donc pour de la course en montagne, je trouve qu'il y a beaucoup de plats. Donc il fallait beaucoup de rythme au milieu. Peut-être que ça a bloqué pour certains sur de la deuxième bosse et ça a permis d'en doubler. C'est à la fois bien d'avoir deux bosses et à la fois moins bien. Vous l'avez préparé spécifiquement justement le fait qu'il y ait beaucoup de plats avec ton coach? Ou est-ce que vous avez quand même calé des séances rapides à plat un peu ou... Oui, en plus, on avait un planning envoyé par Antonio. Et comme il y avait des fois des bi-quotidiens ou des trucs comme ça, je ne l'ai pas appliqué à la règle. On pouvait faire notre programme à nous. Nous, avec Kylian, on a décidé de mixer un peu les deux. Mais quoi qu'il en soit, on avait vu le profil de la course, donc on a travaillé de la montée et descente avec un bon enchaînement à plat et arriver à renchaîner direct derrière avec une autre montée et une descente à bloc. Au final, tu fais 32e, il Oui. me semble. Je pense que tu es très fier de ce résultat, évidemment, mais est-ce que c'est ce que tu pensais à peu près faire ou est-ce que quand même tu aurais souhaité mieux? Pour des premiers mondiaux, j'avais aucune idée de la place que je pouvais faire. Quand je suis arrivé, je me suis dit 32e sur des premiers mondiaux. Si on m'avait dit signe en bas de cette feuille si je fais 32e avant la course, je crois que j'aurais signé. Parce que la pression qu'il y a quand tu participes à un tel événement, pour une première sélection, porter ce maillot, il pèse lourd sur les épaules. T'as fait deuxième de l'équipe de France, du coup? Oui. Deuxième français, ouais. 1 minute 15, je crois, derrière Théodore, qui était vraiment au-dessus. Il fait un top 10 sur la montée sèche. Là, il fait 22e. Et après, derrière, il y a Romain Discher et Jules Barriot qui font 44 et 50 ou un truc du style. Quand on entend tes places, alors j'imagine pour ceux qui connaissent un peu moins le sport, ils doivent se dire mais ils sont loin de la médaille. Mais en fait c'est fou la densité. Et comment tu l'as vécu finalement? Parce que se dire que tu l'as dit les places, le premier français 22e et c'est dire le niveau de Théodore. Ah oui. Comment on le perçoit la densité de devant, avec notamment les Africains qui ont été très performants. Tu penses que c'est pour toi impossible d'atteindre ce niveau ou c'est quelque chose que tu vois comme un rêve? Approcher un top 20 voire un top 15, je pense qu'avec beaucoup d'entraînement, c'est jouable pour les Français. Approcher, commencer à taper dans le top 8, top 5, avec toute l'armada africaine devant, c'est vraiment un autre niveau. C'est des allures dingues. Vous les avez vus quand même un peu au départ. Oui, un peu au départ, c'est tout. Ouais. Parce que la ligne droite était longue. C'est impressionnant, oui. Pour que les gens se rendent compte, devant, c'est des Africains qui valent sur 10 moins de 30 minutes largement. Ah oui. Et qui en fait sont capables de rappliquer leur qualité après sur des bosses qui sont. Elle n'était pas si raide que ça finalement, la bosse. 10% de moyenne. Pour de la course en montagne, ça va. Ouais, c'était 10% ultra régulier. C'était pas technique? Non, comparé à Val d'Isère, ça manquait de technicité. Ouais. Ça manquait de pierre. Toi, tu préfères quand même si c'est un peu plus technique les Oui, parcours, ouais. oui. Quitte à passer des tronçons en marchant, en mettant les mains sur les cuisses pour bien forcer, oui. Là j'ai pas marché un seul moment.
T'es revenu du coup de ces championnats du monde. T'as coupé un peu après, juste après ou... Et du coup, non, parce que j'ai enchaîné. Comme quand j'étais à Saint-Chély, je me suis entraîné avec Sylvain Cachard. Ok. Et il m'a parlé des Templiers MIO, comme il est chez Oka. Il m'a dit, ah, avec l'entraînement que tu as eu pour les mondiaux, tu pourrais venir faire les Templiers. Donc j'ai pas coupé, j'ai poursuivi avec les Templiers et une semaine après avec le trophée Vanoni en Italie. Et après Volvic, et c'est peut-être pour ça qu'à Volvic, j'étais un peu beaucoup en dedans. Et du coup, les Templiers, ben, t'es venu sur la VO2. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est 17 km avec environ 700 mètres de dénivelé, donc Oui, assez roulant. C'est une bosse, un long plateau, et après la descente. On t'a vu à la dernière minute sur la ligne de départ. C'était quand même pour toi important de venir clôturer l'année trail avec une victoire. oui, oui, oui. Puis venir sur cet événement, comme j'ai dit tout à l'heure, on est attendu. Donc il fallait pas faire juste un top 10. Euh, il y a un titre derrière. Après, c'est bon pour que si on fait une contre-performance, il y en a qui disent, ah, vous voyez, l'entraînement, c'est moyen. Voilà, t'es venu, t'as gagné, au moins Moins c'est c'est le clair. mieux. Voilà. T'as mené toute la course là ou t'as quand même été un peu embêté J'ai couru avec un Bouchard, je crois, Ouais. vers Clermont, jusque sur le plateau. Dans la côte, on était ensemble. Sur le plateau, j'avais réussi à passer devant. Il est revenu. On a bien bataillé. Puis dès que ça a été du technique, il a perdu. Je crois qu'il a perdu 4 minutes dans la descente. Il finit 4 ou 5e. Donc t'as pas coupé après les Templiers jusqu'à Volvic, du coup, Oui, en passant par l'Italie. en passant par l'Italie où déjà on ne peut pas récupérer d'un trail de 17 km en une semaine. À savoir que j'allais en Italie, c'était pas vraiment porté par la fédération, mais on courait avec les couleurs de l'équipe de France. À savoir ça, j'aurais mieux fait de pas de pas avoir fait la course des Templiers pour être à 100% là-bas, parce que au vu des deux autres coéquipiers, Théodore et Mathieu Le Fur, normalement, je devais faire un meilleur temps que ceux que j'ai fait. Ça a été compliqué un peu, du coup, t'as terminé combien? Ben, par équipe, on finit quatrième. Et moi, je pars premier relayeur, je le donne en 10e ou 11e position. C'était pas ma place. Je crois que je fais la boucle 7 bornes pour 400, un peu plus de 400 de dénivelé en 31-40, alors que logiquement, j'aurais dû être en 31. Pour 40, ouais, pour on va dire 40 secondes, tout se joue. Et pour être allé à Volvic, alors si déjà tu voyais qu'en Italie, la forme commençait à descendre, forcément, après une année aussi longue, pourquoi t'as décidé quand même d'aller à Volvic Je pensais. Parce que chaque année, je fais Volvic et Carmo. Ouais. C'est ceux qui me permettent de me classer en N1, N2 ou N3 niveau cross, en national quelque chose. Donc j'espérais avoir la forme pour essayer d'avoir ces deux crosses et pouvoir avoir un classement national. Sauf que après Volvic, j'ai dit on coupe là plutôt qu'attendre une semaine et couper dans une semaine. J'ai dit vaut mieux couper là et être prêt en janvier pour les départementaux encore. Ça sera, je pense, plutôt une séance, mais pour les quarts et les demi. T'as coupé combien de temps là, du coup? 1 ou 2 semaines? 2 semaines, voire même un peu le plus. La dernière semaine, j'avais recommencé à faire un peu de renfort et de gainage. Off complet? Ouais, Du coup, deux pas de semaines. course. Ça fait du bien, j'imagine. Oui, 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 pas de course, un peu de chasse quand même. Faut pas oublier les passions et c'est très important la coupure annuelle. Pour ceux qui nous écoutent, il faut se rendre compte que toute l'année, on s'entraîne tous les jours ou presque et c'est vraiment une période qui permet de régénérer, que ce soit physiquement et mentalement aussi. Oui, oui, oui. On pense que c'est que physiquement, mais mentalement, ça y joue beaucoup aussi. Et tu l'as dit, du coup, ça te permet aussi de faire d'autres passions, comme Oui, la chasse, donc ça fait énormément de bien. Et puis, ça t'a permis après de revenir, j'imagine, avec les crocs, l'envie de t'entraîner, quoi. oui, oui, là on revient, on a plus dans ce coin de tête, ah t'as un peu mal là, t'es fatigué. Là on revient, on est frais. Certes, les premières semaines sont des fois un peu compliquées quand on reprend, mais on y retourne avec du plaisir. Tu reprends directement avec des intensités la première semaine ou la première semaine, c'est généralement que de l'endurance
Les 2 ou 3 premières sorties, ça a vraiment été du fondamental, mais en fin de semaine, ouais, on avait déjà repris quelques intensités. Vraiment, pas comme en fin de cycle, mais des intensités comme en début de cycle. Pas trop grosses. Du coup, tu vas faire les crosses, tu nous l'as dit, les France de montagne. Et après, est-ce que tu as coché d'autres gros rendez-vous la saison prochaine avec ton coach ou pas? Ben, après les France, j'espère évidemment aller aux Europes, si j'arrive à avoir la qualif. Et après, pour le moment, non, je vais pas regarder plus loin. Du coup, tu nous l'as dit tout à l'heure, tu travailles à temps plein, Oui. donc 35 heures. Est-ce que pour toi, c'est quand même 35 heures ou plus peut-être? 30 c'est 37 heures et l'été même 39, non, même 39 heures et l'été 42. D'accord. Donc, ben voilà, c'est plus qu'un temps plein. Est-ce que pour toi, c'est quand même compliqué de s'entraîner à côté ou tu arrives à trouver le juste équilibre? Ça reste un peu compliqué, il faut arriver, oui, à jouer un peu avec tout. Cet été, quand il faisait tant chaud, tu te dis j'y vais le matin, sauf que tu vas enchaîner avec une journée de 9 heures, tu vas être crevé pour la journée, sauf que le soir il fait 40 degrés, donc il a fallu tout le temps jongler avec ça. Quand je suis seul, parce que des fois je peux travailler en équipe à deux ou des fois seul, quand je suis seul j'arrive à y aller le midi. Normalement c'est la fenêtre optimale de la journée quand il fait le plus beau ou on va dire en ce moment qu'il fait jour. Ça c'est le top parce que aller tous les jours à la frontale, ça, ça tape sur le moral. Et du coup, t'as jamais pensé à faire peut-être un peu moins d'heures pour pouvoir plus t'entraîner? Ça t'est jamais venu en tête? Un peu, mais dans le contrat que j'ai signé, c'était pour le moment, je fais ces heures-là. Pour pouvoir avoir des emplois du temps aménagés, il faut rentrer dans les 8 premiers pour pouvoir rentrer en liste ministérielle, je crois qu'ils appellent. Tu rentres dans les 8 premiers aux mondiaux et tu arrives à rentrer dans ces listes et tu peux, suivant si tu es fonctionnaire ou pas, tu peux avoir des 80% ou des emplois du temps bien aménagés. Là encore, on en est loin et en course en montagne, rentrer dans les 8, ça risque d'être compliqué. T'as parlé de contrat, forcément après une année comme tu l'as fait, est-ce qu'il y a certaines équipes, certaines teams qui sont venues toquer à la porte ou pas encore? Si, là j'ai Kraft, normalement, en début d'année prochaine, je dois passer chez eux. C'est pas encore officiel du coup, mais J'ai rien signé, je cours déjà avec des chaussures Kraft, avec le club ça fait déjà 1 an ou 1 an et demi qu'on est chez eux, c'est pour ça que d'ailleurs ça s'est tourné vers eux. Et logiquement, en début d'année, je devrais avoir un contrat dans la boîte aux lettres ou dans un mail. c'est quand même assez fou de se dire que bah, depuis maintenant 3 ans que tu fais d'énormes performances, t'étais pas accompagné, sans aucune team. Donc, tu l'as dit, vous avez Kraft qui accompagnait le club Ouais. directement, du coup, ouais. Mais aucune team, est-ce que ça quand même, tu courais un peu derrière ça ou toi t'attendais tu savais que ça allait venir faire une grosse performance et... Oh non, je courais pas spécialement derrière un sponsor, hein. Je courais pour moi, et après on voyait ceux qui arrivaient ou ceux qui arrivaient pas. En faisant de la course en montagne, c'est compliqué de trouver un sponsor. Ils se tournent plus vers le trail, que ce soit du court ou du long, ils préfèrent tous les sponsors. Le trail, potentiellement, ils arrivent à en tirer une rémunération qu'en course en montagne, c'est pas assez médiatisé encore. Et le trail, c'est pas quelque chose qui t'attire? Tu veux faire une... Si plus tard, du moins prochainement, mais pour le moment, c'est pas tout à fait pareil. Même que ça soit du trail court, c'est pas les mêmes intensités, les mêmes allures que sur de la course en montagne. Oui, j'irai, hein. Je dis pas non, j'irai sur du trail court, même potentiellement sur du long plus tard. Mais oui, plus tard, pas dans l'immédiat. Et c'est pas prévu, par exemple, de faire une course à l'UTMB fin août cette saison? Pas encore. Si je suis chez Kraft, il faudra que j'y aille. Après, laquelle choisir, je pense que ça sera une des plus courtes, hein. Il y a l'ETC Mais ouais, à Courmayeur, voilà. format quand même assez montagne. Parce que là, cette année, leur rassemblement, c'était les Templiers. Les athlètes Kraft étaient présents. Donc l'année prochaine, ils m'ont dit que ça serait le marathon du Mont Blanc et qu'il faut que les athlètes y soient.
Donc normalement, en janvier, si je passe chez eux, je serai au marathon du Mont Blanc. C'est quand même oui, important de faire des grosses courses comme ça. T'as jamais participé, que ce soit à l'UTMB ou même au Marathon du Mont Blanc, t'as pas encore Non, fait de course non, la seule qui est un peu médiatisée, c'est les Templiers, là, récemment. Sinon, non. C'était ta première participation, du coup, Templier Ouais, et première victoire. oui. Tu reviendras l'année prochaine? Oui, je pense, oui. Et après, est-ce que t'as... Sauf si je vais en Italie. Je ne refais pas Ah, l'erreur 2 fois. donc quand même, on voit quand même qu'il y a vraiment une démarche derrière. Tu dis, ouais, je referai pas la même erreur. Il y a vraiment un calendrier quand même à respecter, en tout cas Oui, des on sait que objectifs. le corps, en une semaine, il peut pas récupérer. Et ça aurait été dans l'autre sens, l'Italie avant les Templiers. On récupère plus facilement de 7 km et 450 de dénivelé que de 17 et 600. Le corps, c'était pas en plus les mêmes températures et au Templier il faisait assez chaud. On tape plus dans toutes les réserves du corps que sur un 7 km. Là, c'était pas simple en Italie, hein. Au contraire même, mais je pense qu'on potentiellement récupère plus vite. Et dans une saison exceptionnelle comme celle que tu viens de faire, est-ce que tu as eu des coups bas, que ce soit... Bon, là, tu l'as dit, en fin de saison, forcément, physiquement, c'est un peu plus compliqué. Mais est-ce que même mentalement, tu as toujours été au top ou forcément, on sait qu'on peut pas être tout le temps en forme et bien mentalement. Est-ce que tu as eu des coups de moins bien quand même dans une telle saison? Déjà, les France de cross, on y allait pour faire un top 50, je fais 70. Oui, c'est pas loin, il y a une telle densité, donc ouais, c'est un peu moins bien. Après, derrière, je voulais pas casser cette barre des 30 minutes, j'ai dit je vais aller faire les France de 10 km à Saint-Tropez. Manque de bol, le parcours n'était pas idéal. Les conditions météo, pareil. Une chaleur, on court à 16 h de l'après-midi. C'était, c'était pas top. Je sais même pas la place, je me rappelle même pas, parce que pour moi c'est anecdotique. Je crois que je rentre dans les 30, mais bon, je fais 31 quelque chose. 15 jours après, je vais faire les 15 km du Puy. Je passe plus vite sur le 10 bornes aux 15 km du Puy que sur des France de 10 bornes. Donc oui, il y a des moins bien, hein. Mais on essaie de les tenir loin. Toi qui es attaché justement ben, à la montagne, est-ce que et à la Lozère, est-ce que c'est quelque chose qui t'attire de pourquoi pas un jour participer à l'organisation d'un France en Lozère? Est-ce que pour ça déjà c'est possible? Comment tu l'imaginerais? Parce que ben, c'est vrai qu'on voit souvent les Alpes ou les Pyrénées dans les France de montagne, souvent les Hautes-Alpes même Oui. actuellement. Toi, c'est quelque chose qui t'anime ça, qui est un gros événement. Bon, on a le Lozère Trail, mais du coup, c'est plus aspect ben, trail forcément. Est-ce que faire un événement de montagne, c'est quelque chose qui t'attire en Lozère ou pas? Ah, mais on a totalement le biotope pour accueillir, que ce soit des France de trail ou même des France de montagne. Rien qu'autour de Mende, on arriverait à trouver 12 bornes en 2 bosses avec 800 de D+, hein. Est-ce que tous les clubs sont prêts à se regrouper parce que ça peut pas être soutenu rien que par un club, ils sont trop petits les clubs lozériens. Est-ce que tous les clubs seraient prêts à, pour une fois, s'unir pour arriver à organiser ça en Lozère? C'est plutôt là la question, parce que oui, il y a le biotope pour. Forcément. C'est vrai que on se rend peut-être pas compte aussi de toute l'organisation qu'il y a derrière un France de montagne comme ça, donc c'est assez compliqué. T'es licencié à Saint-Chély, ça c'est quelque chose que tu as envie de garder pour le reste de ta carrière? Rester dans un club, bah, du coup là où tu as fait tes études, Saint-Chély, ou est-ce que tu envisages pourquoi pas de changer de club dans le futur? Pour le moment, je vais rester à Saint-Chély. J'aurais eu l'occasion de changer déjà quand j'étais à Égletons. Après, même à Clermont, il y avait des clubs bien renommés. Même encore récemment, Alès m'aurait proposé un contrat ou quelque chose. Mais non, rester en Lozère et faire voir que même en restant ici, on peut performer, ça me tient à cœur. En tout cas, c'est beau de voir cet attachement à ton département et de montrer ben, que voilà, tout est possible. Euh, pour terminer, j'ai envie de te demander qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2026, pour ta saison et pour peut-être le deuxième titre de champion de France, en tout cas, on l'espère. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, ouais. De la réussite. De la réussite des perfs, j'imagine. Ouais, voilà. Ouais, ouais, ouais. Bon, en tout cas, merci Corentin, merci d'avoir répondu
à mes questions et d'être venu. C'était vraiment un plaisir. Et on te souhaite voilà, tout le meilleur, et tout le département est derrière toi pour ces France et même les crosses avant déjà. Donc voilà, merci beaucoup Corentin. Merci Mathis. On se retrouve pour le prochain épisode. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Allez, bye bye.